Que reste-t-il d'un homme qui a marqué plus de 1000 buts, qui s'est tenu au sommet du monde et qui a fait parler de lui par la planète entière? Pour Romario, ce qui reste n'est pas seulement des trophées, des buts ou de la renommée. C'est un voyage qui va des favelas de Rio de Janeiro au sommet du football mondial, puis vers une autre vie, plus silencieuse, mais beaucoup plus profonde. Et peut-être que la partie la plus mémorable de cette vie est venue après que les projecteurs du terrain se sont éteints. Pour comprendre le Romario d'aujourd'hui, il faut retourner à Jacarezinho, l'une des plus grandes favelas de Rio de Janeiro, où il est né le 29 janvier 1966. Ce n'est pas un endroit où l'on grandit avec beaucoup de choix. Son père était Edebir, un travailleur ordinaire et un fervent supporter de l'América. Sa mère, Manuela, tenait la maison avec la discipline d'une personne comprenant qu'au moindre relâchement, tout pourrait s'effondrer. Dans ce contexte, Romario a grandi dans la rue, sur l'asphalte, au milieu de ballons frappés sur n'importe quelle surface où l'on pouvait tenir debout. Ce petit garçon n'avait pas de conditions idéales, pas de belles chaussures, pas de véritable terrain de gazon. Mais il possédait un instinct de buteur presque inné. Romario n'avait pas besoin de trop réfléchir pour finir, il ressentait le but comme un réflexe naturel. Puis, il y a un souvenir qu'il n'oubliera jamais. Avant d'arriver à Vasco da Gama, il avait fait un essai dans un autre club et avait été refusé parce qu'il était trop petit. On lui avait dit que sa taille n'était bonne que pour laver des voitures. Cette phrase n'a pas abattu Romario. Au contraire, elle est devenue une flamme qui l'a animé tout au long de sa carrière. À l'âge de 12 ans, Romario a été repéré par les recruteurs de Vasco da Gama alors qu'il jouait sur les terrains vagues de Vila da Penha. Ce fut le premier tournant, la porte ouverte pour qu'un garçon de la favela entre dans le football professionnel. En 1985, à seulement 19 ans, il fait ses débuts dans l'équipe première de Vasco. Presque immédiatement, il devient le meilleur buteur du championnat brésilien. Ce fut le cas la première saison et la deuxième aussi. Le talent de Romario n'a pas eu besoin de temps pour mûrir, car il était là dès le début, tranchant et singulier. Aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, le monde entier l'a véritablement découvert. Le Brésil a atteint la finale, puis a perdu contre l'Union soviétique au tir au but, remportant la médaille d'argent. Mais ce tournoi appartenait encore à Romario d'une autre manière. Il fut le meilleur buteur avec 6 buts et fut considéré comme le meilleur joueur de la compétition. D'un visage encore inconnu hors du Brésil, il est soudainement devenu un nom attirant l'attention de l'Europe. Le PSV Eindhoven, alors champion d'Europe, a déboursé 4 millions de dollars pour l'amener aux Pays-Bas. C'est à ce moment-là que Romario a cessé d'être une promesse pour commencer à devenir une réalité. Le PSV Eindhoven est l'endroit où Romario s'est transformé en un phénomène impossible à ignorer. En 5 saisons, il a marqué 165 buts en 167 matchs, remporté 3 titres de champion national, 2 coupes nationales et 3 titres de meilleur buteur. Non seulement efficace, Romario donnait aussi l'impression de savoir exactement ce qu'il allait faire avant même que le ballon n'atteigne son pied. L'entraîneur Gus Hiddink a raconté plus tard qu'avant les matchs importants, alors que tout le vestiaire était encore tendu, Romario s'approchait et disait calmement de se détendre, qu'il allait marquer et que l'équipe gagnerait. Et la plupart du temps, c'est exactement ce qui se passait. Des Pays-Bas, il a rejoint Barcelone en 1993 pour intégrer la Dream Team de Johan Cruyff. Lorsqu'on lui a demandé combien de buts il marquerait, Romario a répondu immédiatement 30. Et il l'a fait. 30 buts en 33 matchs, le trophée Pichichi, le titre de champion de la Liga et une place irremplaçable dans l'équipe légendaire aux côtés de Stoichkov, Laudrup, Coman et Guardiola. Il vivait à sa manière, dormait tard, sortait la nuit, n'achetait pas de maison car il n'avait pas l'intention de rester plus longtemps que nécessaire. Cruyff tolérait tout pour une raison simple. Avec Romario, Barcelone gagnait. Jorge Valdano a dit plus tard une phrase entrée dans l'histoire. Le football de Romario ressemblait à un dessin animé. C'était un style de football qui faisait croire aux autres que c'était impossible, mais lui, y parvenait quand même. L'été 1994 fut le moment qui a défini Romario à jamais. Le Brésil abordait la Coupe du Monde aux États-Unis sous une pression colossale. Il n'avait pas été champion depuis 1970. 24 ans d'attente, de déception et de désir pesaient sur toute une génération. Dans ce contexte, Romario est devenu le centre absolu de la sélection. Il a marqué 5 buts durant le tournoi, dont le premier but de la remontée contre l'Espagne. Il a joué chaque match comme s'il n'y avait pas de lendemain. Aux côtés de Bebeto, Romario a formé l'un des duos d'attaque les plus redoutables de l'histoire de la Coupe du Monde. La finale contre l'Italie s'est terminée sur un score de 0-0 après les prolongations et a dû se décider au tir au but.
Au moment de la plus grande pression, Romario est resté aussi froid qu'il l'était toujours dans la surface de réparation. Il a marqué son tir, et le Brésil a été couronné champion du monde. Cette même année, il a été reconnu par la FIFA comme le meilleur joueur du monde. Le garçon, autrefois critiqué pour sa petite taille, à qui l'on disait qu'il ne pouvait que laver des voitures, était devenu le joueur numéro 1 de la planète. Mais c'est aussi après ce sommet que la vie de Romario a commencé à prendre une autre direction. La gloire peut porter un homme très haut, mais qu'est-ce qui le retiendra lorsque les acclamations s'estomperont progressivement? Après la Coupe du Monde 1994, Romario est retourné à Barcelone avec 21 jours de retard, car il était resté au Brésil pour faire la fête. La rencontre avec Cruyff ne s'est pas bien terminée, et la séparation était presque inévitable. Barcelone l'a vendu à Flamengo. Romario est rentré au Brésil avec la Coupe du Monde, le Ballon d'Or FIFA en poche, et le sentiment que l'Europe n'était qu'un chapitre brillant dans une vie qui avait toujours appartenu à Rio de Janeiro. En 1996, il est allé à Valence et a reçu ce qu'il a lui-même appelé le meilleur salaire du monde à l'époque. Mais le talent de Romario s'accompagnait toujours d'une personnalité que peu d'entraîneurs pouvaient supporter. Luis Aragonés ne pouvait pas le contrôler. Il y avait des nuits où Romario faisait la fête avant un match, arrivait au stade juste avant le coup d'envoi, puis marquait quand même un triplé. Une fois après un tel match, il a dit franchement à l'entraîneur que s'il ne sortait pas la nuit, il ne pouvait pas marquer de but. Finalement, Aragonés a démissionné et Romario est retourné à Flamengo. Les années suivantes furent un long voyage, irrégulier mais parsemé d'éclairs de son ancien génie. En 2000, sous les couleurs de Vasco da Gama, il fut considéré comme le meilleur joueur d'Amérique du Sud. À 39 ans, il était encore le meilleur buteur du championnat brésilien. Le 20 mai 2007, à l'âge de 41 ans, il a marqué ce qu'il comptait comme le 1000e but de sa carrière. Un penalty, comme Pelé. Un jalon controversé pour certains, mais d'une signification absolue pour lui. En 2008, Romario a annoncé sa retraite devant les caméras de télévision lors du lancement d'un DVD sur sa carrière. Ces mots lui ressemblaient beaucoup, courts et sans fioriture. Tout est fini, mon temps est passé. Pas de grande cérémonie, pas de larmes de théâtre, pas de tentative de transformer ce moment en légende. Mais en 2009, il est revenu une dernière fois, non pas pour la gloire, mais pour accomplir un rêve personnel. Il a porté le maillot de l'América de Rio, l'équipe que son père préférait, après le décès de celui-ci la même année. Il n'a joué que 22 minutes, juste assez pour contribuer à remporter le titre de 4e division et honorer son père avec un trophée. Ce fut le dernier but de Romario. Pas au Bernabéu, pas au Camp Nou, mais dans un petit stade à Rio, sous les couleurs de l'équipe de son père. Mais même ce moment ne fut pas celui qui changea le plus sa vie. Le véritable tournant n'est pas venu de la Coupe du Monde, ni du 1000e but, mais de l'année 2005, lorsque sa fille Ivy est née. La mère de la petite fille est Isabella Bittencourt, une pharmacienne. Ivy est née avec la trisomie 21. Romario a raconté que son premier sentiment fut la peur, la confusion, le sentiment d'entrer dans un monde qu'il ne comprenait absolument pas. Pour un homme ayant fait face à toutes les pressions sur le terrain, c'était la première fois qu'il se sentait vraiment désemparé sur la façon de se préparer. L'arrivée d'Ivy a poussé Romario à voir le monde avec un regard différent. Il dit que depuis la naissance de sa fille, il a commencé à réaliser qu'il y avait des choses qui étaient tout à fait normales pour lui, mais qui étaient un luxe pour des millions d'autres. Il y a des opportunités, des conditions de vie, des droits qu'il pouvait offrir à sa fille, mais que d'innombrables autres familles ne pouvaient pas. Cette prise de conscience ne l'a pas transformé en un homme nouveau du jour au lendemain. Elle l'a changé lentement, petit à petit, comme les changements vraiment importants de la vie quotidienne se produisent toujours. En 2010, 2 ans après sa retraite, Romario s'est présenté aux élections de député fédéral à Rio de Janeiro et a gagné. Lorsqu'on lui demande pourquoi il est entré en politique, sa réponse est toujours la même. Il voyait qu'il y avait des députés sérieux qui protégeaient les droits des personnes handicapées, mais il manquait quelqu'un avec une expérience directe, quelqu'un qui comprenait vraiment cette vie de l'intérieur. En 2014, il a été élu sénateur avec le plus grand nombre de voix de l'État de Rio de Janeiro. En 2022, il a été réélu. La chose la plus importante qu'il ait accomplie au Congrès n'est pas un discours retentissant, mais la loi d'inclusion brésilienne adoptée en 2015, garantissant des droits spécifiques à des millions de personnes handicapées. Romario était le rapporteur final de cette loi au Sénat. Lorsque le document a été signé, il a pleuré. Car à ce moment-là,
il a probablement compris que tous les chemins de sa vie l'avaient mené exactement à cet instant. En décembre 2024, Romario a partagé une vidéo devenue virale dans toute l'Amérique latine. Ce n'était pas un but historique ni un geste technique exceptionnel. C'était la cérémonie de remise des diplômes de fin d'études secondaires d'Ivy, où la jeune fille de 19 ans a prononcé un discours disant qu'elle avait surmonté de nombreux défis, que la trisomie 21 ne l'avait jamais empêchée d'étudier et que l'être humain peut tout à fait rêver puis conquérir. Romario a écrit par la suite qu'être le père d'Ivy était le plus grand titre de sa vie, la plus grande récompense que la vie lui ait offerte. Jusqu'en 2025, alors que le Sénat brésilien célébrait la journée mondiale de la trisomie 21, il parlait toujours de sa fille avec une fierté intacte. Actuellement, Romario vit à Barra da Tijuca, un quartier résidentiel de l'ouest de Rio. Ce n'est plus la favela de Jacarezinho de jadis, mais ce n'est pas non plus le genre de villa ostentatoire d'une personne ayant besoin de prouver sa richesse. Il vit dans une grande maison avec piscine, avec assez de place pour ses 6 enfants lors des réunions de famille. Ses enfants sont Moniquinha, Romarinho, Daniel, Isabella, Ivy et Raphaël. En 2024, en devenant président de l'América de Rio, il a même fait revenir son fils Romarinho au club, puis s'est lui-même inscrit comme joueur juste pour pouvoir entrer sur le terrain quelques minutes aux côtés de son fils. Il s'est entraîné 3 semaines à Granja Comary, la même où la sélection brésilienne s'était préparée pour la Coupe du Monde 1994. Il est entré sur le terrain, a touché le ballon quelques fois, a souri et est parti. Cela suffisait. La fortune de Romario peut être estimée entre 30 et 40 millions de dollars. Mais ce n'est pas ce qui reste de plus important. Ce qui reste, c'est sa voix au Sénat. Ce sont ses larmes, le jour de la remise des diplômes de sa fille. C'est le voyage d'un garçon de la favela vers un père qui comprend quel est le plus grand but de sa vie. Si vous souhaitez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo.